À celles et ceux qui disent « Attendez, les marchés sont totalement déconnectés des réalités économiques », qu'est-ce que vous dites? Quel est votre point de vue là-dessus? Non, je dis d'abord, pour ceux qui l'auraient oublié, que 5 000, c'est moins que 6 000. C'est l'arithmétique simple. C'est 10% de... Enfin, en gros, les marchés mondiaux sont 10% dessous de ce qu'ils étaient. Donc, de toute façon, ce n'est pas totalement revenu. Deuxième sujet, il y a, au fond, ils sont connectés à une seule chose, c'est, me semble-t-il, c'est l'action des institutions, qu'elles soient banques centrales ou gouvernements. Donc ce sont les banques centrales qui font le niveau des marchés financiers. Et en plus, il y a quand même, alors ça pose un problème, il y a évidemment beaucoup de liquidités. Cette liquidité, elle ne peut pas être totalement thésaurisée. Donc elle sort pour l'immobilier. Vous avez vu que les chiffres sont très impressionnants. Par exemple pour Paris, les chiffres continuent à grimper. Et évidemment pour les marchés. C'est une logique infernale, il y a de ça. Moi, je suis pour qu'on continue à mettre des liquidités. Mais j'en vois les difficultés, comme toute chose humaine. Il y a du pour, il y a du contre. C'est ce qu'on discutera en contexte, que je vous en contexte. Il y a cette difficulté de se dire que, évidemment, ça booste les actifs et que les actifs, ça pousse ceux qui ont des actifs. Et évidemment, donc pour vous, il n'y a pas de déconnexion, encore une fois, entre le drame économique qu'on vit et le fait qu'on ait des marchés qui rebondissent? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il n'y a pas de déconnexion entre les marchés et leur analyse de ce que font les banques centrales et les gouvernements. Bon, d'abord, le marché n'a aucune raison de valoriser les bénéfices de cette année. Si vous regardez les consensus sur les bénéfices, on est à moins 27, moins 28 cette année, on est à plus 22 l'année prochaine. Donc le marché valorise normalement le long terme, donc il n'y a pas de raison qu'il baisse autant que les bénéfices, ce qui est toujours le cas dans les récessions. Le marché commence à baisser à peu près d'autant que les bénéfices, et puis après, il se rend compte qu'il doit valoriser les bénéfices futurs et il remonte. Point 2, la liquidité. Je crois qu'il va falloir s'habituer à la décorrélation entre les fondamentaux et les marchés financiers. Alors évidemment, à court terme, c'est très perturbé. Oui, c'est déstabilisant intellectuellement quand même. Oui, mais alors à court terme, on voit bien, il y a des jours où le marché est tiré par la liquidité, et puis il y a des jours où il se dit, oula, il y a des cas de Covid à Pékin, oula, il y a des secteurs qui vont très mal et ils rebaissent. Ou bien Jay Powell fait un discours qui est assez raisonnable, il me semble, en disant « Attendez, ça va mettre plus de 2 ans. » Il dit comme moi, ça va être 3-4 ans, ça va être pénible, il y a plein de facteurs de freinage. Donc là, les marchés... Et puis après, ils sont repris par la liquidité. Vous injectez l'OCDE cette année, d'après mes derniers calculs, les banques centrales de l'OCDE vont injecter 11 000 milliards de dollars de monnaie pendant cette année, c'est-à-dire une augmentation d'à peu près 80% de la quantité de monnaie en un an. Et cette monnaie, elle fait quoi alors cette monnaie, certains disent, elle ne va pas dans l'économie réelle, elle n'aide pas aux gens à se financer, elle n'aide pas... Alors d'abord, elle permet aux États de faire n'importe quel déficit public. Donc cet argument ne vaut rien, puisque si on peut faire 11% du PIB de déficit public cette année, c'est parce que la BCE a bien voulu créer de la monnaie pour racheter cette dette. Donc cet argument est faux. Ensuite, cette monnaie, tant que les gens ont très peur, elle peut être stockée simplement sous forme de monnaie. Les comptes sur dépôt ont explosé dans toutes les banques de l'OCDE. M2, vous savez ce qu'on appelle la monnaie, a augmenté de 12% en un an. Donc, regardez ce qui se passe sur le livret A en France. Mais à un certain moment, il y a du réinvestissement. C'est ce que les économistes appellent le rééquilibrage de portefeuille. J'ai trop de monnaie dans mon portefeuille. J'ai trop de monnaie qui ne rapporte rien, donc je vais racheter d'autres actifs. Alors, ça ne va pas faire disparaître la monnaie. La monnaie ne disparaît que quand la Banque centrale la détruit. Mais si monsieur A achète une action à monsieur B, c'est M. B qui récupère la monnaie de M. A, et M. A récupère une action, mais cette transaction a fait monter les actions. Exactement. Et ce qui rééquilibre les portefeuilles, c'est la hausse des prix des actifs. Donc moi, je m'attends à des bulles. Alors, sur les actions, sur les infrastructures, sur le vert, sur tout ce qui est infrastructure verte, sur l'immobilier. Et c'est quoi une bulle sur le CAC 40, c'est quoi? C'est un CAC 40 à combien? J'en sais rien. Enfin, je veux dire, on était à 6100 avant la crise, on va le retrouver, quoi. Donc, et on va sûrement aller plus haut. C'est-à-dire ce qu'on voit bien, il y a 50 ans, il y avait une corrélation forte entre la quantité de monnaie et le niveau des prix.
Donc si on avait augmenté de 80% la quantité de monnaie, finalement, dans les 10 années suivantes, on aurait eu augmenté de 80% le niveau des prix. Mais là, vous mettez de l'eau au moulin à ceux qui disent que justement cet argent, cette monnaie reste dans les circuits financiers, elle ne va pas dans le non, réel. non, elle va dans l'économie réelle. À nouveau, si on a pu financer le chômage partiel, c'est bien parce qu'on a créé de la monnaie. Le chômage partiel était Et ça ne crée pas d'inflation. Mais il y a un double effet de la monnaie. D'abord, il finance des dépenses réelles, il dépense des dépenses publiques, qui peuvent être des dépenses sociales. Et ensuite, cette monnaie fabrique une restructuration des portefeuilles des investisseurs sur les autres classes d'actifs, donc fait monter les prix des autres classes d'actifs. Et donc on va voir monter les prix des autres classes d'actifs. Ça peut être chaotique, ça peut être hétérogène. Je dirais que les marchés reflètent bien, ils sont connectés à la réalité, mais ils ont énormément anticipé l'intégralité de la reprise, si vous voulez. Donc, si cette reprise se déroule mal, eh bien, les marchés souffriront. Et si, quelque part, cette reprise se déroule bien, les marchés risquent de ne pas faire grand-chose parce qu'ils ont intégré énormément de cette reprise-là. Donc, ils ont l'air, finalement, assez cohérents, seulement beaucoup en avance, en réalité. Ouais. Pourtant, c'est l'FMI qui disait il y a quelques jours que les marchés étaient comme jamais déconnectés des réalités économiques. Oui, écoutez, moi, faisons l'exercice ensemble. Que nous disent les marchés aujourd'hui? Probablement que le pire est derrière, que la route de la normalisation est encore longue, que le soutien monétaire et fiscal va rester très présent tant que les économies ne se sont pas pleinement remises, mais enfin qu'il y a quand même un filet de sécurité, et que les taux vont rester à 0, voire négatifs pendant au moins 2 ou 3 ans. Vous les metteriez où, les marchés? Est-ce que vous les metteriez vraiment 20% plus bas? Est-ce que vous les metteriez 20% plus haut? La réalité, c'est qu'ils reflètent peut-être cette réalité-là d'un retour à une croissance faible, avec peu d'inflation et des taux bas. Donc à ceux qui pointent, encore une fois, cette déconnexion entre les marchés financiers et l'économie réelle, même le FMI s'y est mis à dire ça, c'était il y a quelques jours. Vous répondez quoi, encore une fois? Vous dites c'est vrai, mais en même temps, derrière, il y a des banques centrales. C'est leur faute, quelque part. Je réponds surtout que c'est un phénomène qui date de 10 ans, qui a sa cohérence rationnelle que je décrivais. Quand vous ne pouvez pas avoir d'inflation par la demande, l'inflation est dans les actifs financiers, donc elle est cohérente. L'erreur, probablement, et ça c'est qui est intéressant aujourd'hui, l'erreur il y a 10 ans, ça a été de considérer que les gouvernements étaient pieds et poings liés parce qu'ils étaient déjà trop endettés, parce qu'ils avaient déjà trop de dettes, et que par conséquent, c'était aux banques centrales de gérer la crise, intégralement. Le progrès, au moins cette fois-ci, c'est que les gouvernements ont tiré les enseignements de ces 10 années, et cette fois-ci ne se déversent pas sur les banques centrales, mais également veulent soutenir la demande, veulent soutenir l'économie.